Madame la ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très honorée de représenter le directeur général de l'UNESCO, M. Koichiro Matsuura, dans ce forum qui réunit les ministres de la culture de l'Union européenne à votre initiative, Madame la ministre, que vous nous êtes habitués à de telles belles initiatives à l'occasion de la présidence portugaise. Les sujets retenus par ce forum, vous le savez très bien, répondent aux préoccupations constantes et plus que jamais actuelles de l'UNESCO. C'est l'agence du système des Nations Unies chargée de la culture, puisque la culture reste un défi mondial qui doit être relevé par l'humanité tout entière et, de surcroît, par l'Europe. Nous le savons tous, vous l'avez déjà dit ce matin, progressivement, la culture a franchi les limites de son champ traditionnel pour devenir un enjeu essentiel dans les domaines politique, social, environnemental et économique. Dans le domaine politique, l'action publique en vient de plus en plus à agir sur et par la culture. Dans le domaine social, de multiples revendications s'investissent dans le champ culturel. Dans le domaine environnemental, l'être humain cesse peu à peu de se comporter en propriétaire d'une planète perçue comme un réservoir inépuisable d'aliments et de sources d'énergie. Dans le domaine économique, les industries culturelles se sont taillées une place de premier rang. En effet, au terme d'un long cheminement, la culture n'est plus identifiée seulement aux beaux-arts et aux belles lettres, mais est perçue comme un ensemble de modes de vie, de systèmes de valeurs, de traditions et de croyances. Alors que la culture était autrefois un bien réservé à une couche très restreinte et privilégiée de la société, elle est à présent disponible à une échelle mondiale et transcende les frontières nationales et les classes sociales à l'aide de nouvelles technologies de création, de production, de distribution, d'accès et de jouissance. De ce fait, la culture ne peut être considérée comme un simple produit de consommation, car elle exprime la vision du monde et l'identité la plus profonde des individus et des peuples. Comme vous le savez et vous l'avez répété, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a érigé en droit international la reconnaissance de cette double nature, l'économique et le symbolique de la culture. La mobilité à laquelle sont désormais vouées nos sociétés, en particulier dans le contexte de l'intensification des échanges à l'ère de la mondialisation, appelle à une vision encore plus dynamique de la culture. À la fois héritage et projet, la culture est un compromis permanent entre ce que l'on garde et ce dont on se sépare. Il revient aux individus informés d'effectuer cet arbitrage devant ces flux culturels composés de mots, de sons et d'images qui créent de nouveaux besoins d'identification. Mais la société, les décideurs politiques doivent ouvrir des possibilités, leur donner des choix, créer des espaces d'expression et d'échange. C'est pourquoi ce forum trouve sa pleine justification aujourd'hui. La mondialisation, en effet entendue comme compression de l'espace et du temps, doit chercher dans le meilleur des cas à rendre la différence conforme plutôt qu'à l'abolir. Toutefois, aux côtés de ces tendances homogénéisantes, on observe, et je cite, la prolifération subalterne de la différence, fin de citation, appelée par certains narcissisme de petites différences ou encore invention de la tradition. Il ne s'agit pas d'une forme tranchée d'opposition entre ce qui est absolument le même et ce qui est absolument autre, mais d'un tissu complexe de similarités et de différences qui ne prennent de sens que de façon relationnelle et non pas essentialiste. La différence, comme l'a écrit Derrida, consiste à la fois dans le fait de différer, être différent d'eux, et de différer, qui veut dire reporter pour plus tard. Elle se fonde sur les stratégies du retard, des sourcils, des lésions, des détours, d'ajournement et de réserve.
Je passe outre cette longue citation que je vous invite à lire parce que ça vaut la peine pour comprendre les liens causaux et conflictuels parfois entre différences, diversité et identité. Excellences, Mesdames, Messieurs, la ligne de force de l'engagement de l'UNESCO, vous l'auriez compris, se fonde sur le paradigme d'une humanité plurielle, où les cultures sont autant de processus dynamiques et sans cesse réinventés par le fait même de leur mise en dialogue. Pour nous, à l'UNESCO, le dialogue est le ferment de la diversité culturelle, matière première de la durabilité du monde. À la vision d'un monde constitué d'une poignée de civilisations correspondant à des unités culturelles immuables et fermées, l'UNESCO oppose donc celle de la diversité culturelle comme patrimoine commun de l'humanité, un patrimoine dont la richesse même procède du dialogue interculturel. Déjà pour devenir diversité, le dialogue a précédé. Né en 1945, au lendemain d'un conflit ayant pris naissance en Europe, au sein d'une même civilisation, l'UNESCO récuse ainsi la thèse erronée du choc des civilisations qui conduirait inéluctablement les relations internationales au conflit. On a constaté alors que l'Europe n'était pas uniforme, mais aussi que l'idéologie pouvait instrumentaliser la culture et dresser les hommes contre leurs frères au nom d'une identité fabriquée de toutes pièces et justifiant les exclusions, les dominations, les massacres même. Aujourd'hui, ces dérives idéologiques sont unanimement condamnées, mais d'autres dangers nous guettent. La culture peut devenir un facteur d'identification excessif lorsque l'exclusion économique, sociale ou politique frappe plus particulièrement que certains groupes. Elle constitue alors un refuge pour des individus désaffiliés, à la recherche d'éléments de référence identitaires que ni l'école, qui n'est plus cette machine intégratrice d'antan, ni la société, qui a perdu de sa force symbolique, ni l'État, qui n'est plus porteur d'un projet commun, ne peuvent lui procurer.